Monsieur le Conseiller fédéral, Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Vous avez reçu la plupart des informations concernant cette séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée ce matin. Je vous donne encore les simplement informations complémentaires suivantes sur cette séance du Conseil fédéral avant qu'on passe au thème de cette conférence de presse. Le Conseil fédéral a été informé de l'évolution de la situation à la centrale de Fukushima au Japon. Selon l'inspection fédérale de la sûreté nucléaire, l'IFSN ou l'ENSI, la situation s'est stabilisée mais reste quand même à un niveau critique. Il n'existe toujours pas de danger pour la population suisse. Vous avez entendu, c'était dans les médias aujourd'hui, que la fuite d'eau radioactive du réacteur 2 a été apparemment colmatée et que des contrôles sont en cours actuellement pour confirmer qu'il n'y a plus d'écoulement d'eau radioactive. Demain à 15 h, il y a un point de presse qui sera tenu à ce sujet. Je vous renvoie pour des informations plus larges à ce point de presse qui se tiendra demain. Deuxième sujet qui a aussi fait l'objet d'une information qui a été traité au Conseil fédéral aujourd'hui, c'est le Conseil fédéral a fait un état des lieux de la situation des pays du Golfe et s'est entretenu de la marche à suivre dans ce dossier. Il a décidé de créer un groupe de travail interdépartemental qui examinera les relations de la Suisse avec ces pays, notamment sous les angles de la politique étrangère, de la politique de sécurité, de la politique économique ou financière. Ce groupe de travail recevra son mandat ces prochaines semaines, commencera à travailler et présentera les résultats de son travail, bien sûr, au Conseil fédéral. Enfin, le Conseil fédéral a été informé par le département fédéral des Affaires étrangères de l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire. La Suisse suit les événements en Côte d'Ivoire avec la plus grande préoccupation et condamne évidemment toute violence contre la population civile. Elle demande à toutes les parties concernées de faire respecter les droits humains et le droit humanitaire international. Voilà pour les trois informations que je voulais vous donner. Je vous laisse la parole pour, si vous avez des questions concernant encore cette séance qui s'est déroulée ce matin, avant qu'on passe au thème de cette conférence de presse. Y a-t-il des questions? Monsieur Rebeté. Juste, est-ce qu'on peut en savoir plus sur qui composerait ce groupe de travail? Et par ailleurs, est-ce que le Conseil fédéral a parlé aujourd'hui du rapport du département de la Défense adressé à la Commission de politique de sécurité avec les différentes variantes d'armées de 60 000 à 120 000 soldats? Alors sur la première question, non, vous ne pouvez pas encore savoir qui y aura dans ce groupe de travail puisqu'il va être constitué et puis qu'un mandat sera soumis au Conseil fédéral encore prochainement pour la constitution de ce groupe de travail. Il a été décidé simplement de faire un tel groupe de travail. Donc ce sera le travail qui va être fait maintenant dans ces prochains jours de déterminer qui appartient à ce groupe de travail et quel est le mandat exact. Concernant la deuxième question, le Conseil fédéral a été informé par une note d'information aujourd'hui sur ce rapport qui est un rapport complémentaire. Il faut le préciser au rapport sur l'armée que le Conseil fédéral a déjà adopté et qui contient la position du Conseil fédéral sur cette question et qui est examinée actuellement par la Commission. Il n'a pas réévalué sa position? Non, il ne révise pas sa position. Le rapport complémentaire a été demandé par la Commission et ce sont des calculs qui ont été effectués sur la demande de la Commission. Y a-t-il d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer au thème de cette conférence de presse. 3 sujets. Le compte-projet direct à l'initiative populaire Oui à la médecine de famille, l'utilisation de produits thérapeutiques pour une protection plus efficace des hommes et des animaux, et enfin l'assurance maladie, le Conseil fédéral qui veut rétrocéder le surplus de primes payées par certains cantons. Aux côtés de Monsieur le conseiller fédéral Didier Burkhalter, chef du département fédéral de l'Intérieur, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Pascal Straupler, directeur de l'Office fédéral de la santé publique, et je vous passe tout de suite la parole, Monsieur le conseiller fédéral. Merci, bonjour mesdames et messieurs. En effet, c'était ce matin une séance aussi pour la santé, en tout cas pour la politique de la santé. Nous avons fixé des directions dans ces 3 dossiers dont vient de vous parler M. Simonazzi. En fait, on a défini le contenu du contre-projet à l'initiative sur les médecins de famille. Ça veut dire que le projet part en consultation en fait maintenant, dès demain en fait. Et puis nous avons décidé de régler la question des différences qu'il y a entre les coûts réels et les primes dans les différents cantons et qui est un élément du passé qui nous pose problème depuis quelques années déjà. Et donc nous allons essayer de régler cette question par une modification de la loi sur l'assurance maladie qui sera également mise en consultation, mais cette fois-ci évidemment pas tout de suite, cet été. Et puis nous avons fixé les priorités dans la 2e révision de la loi sur les produits thérapeutiques
qui, elle, fera l'objet d'un message pour le début de l'année prochaine. En ce qui concerne le contre-projet à l'initiative sur les médecins de famille, le Conseil fédéral veut, comme les auteurs de l'initiative, je crois qu'on peut le dire clairement, veut reconnaître l'importance de la médecine de famille dans la Constitution. Il estime, comme les initiants, que les médecins de famille jouent évidemment un rôle essentiel. Le contre-projet pose en fait le principe que la Confédération et les cantons s'engagent en faveur d'une médecine de base, en allemand medizinische Grundversorgung. Donc la différence principale entre l'initiative et ce contre-projet dans les principes même au départ, c'est que le Conseil fédéral souhaite inscrire la médecine de famille dans un réseau coordonné et pluridisciplinaire de la médecine de base. Il y a donc là une première grande différence avec l'initiative. Le contre-projet du Conseil fédéral reprend donc au fond les principaux points de l'initiative, mais il l'élargit sur ce point, il l'ouvre en inscrivant les médecins de famille dans un système de santé qui inclut un grand nombre de professions, comme les professions infirmières, pour prendre un exemple, et on sait l'importance que ces professions ont, par exemple, pour les soins à domicile. Le Conseil fédéral est en effet persuadé qu'une médecine de base de qualité, mais qui reste accessible à tous, repose avant tout sur la collaboration des professionnels de la santé, qu'ils soient des médecins ou qu'ils soient dans les autres professions, et la collaboration aussi entre les institutions. Au fond, le Conseil fédéral il met l'accent constitutionnel sur cette complémentarité, sur cette intégration, et non sur quelque chose qui peut paraître un peu comme un cloisonnement, une sectorialisation professionnelle un peu trop forte lorsqu'on lit le texte de l'initiative. Pour améliorer la qualité de l'offre en matière de soins, le projet mis en discussion veut notamment, et ça c'est à l'alinéa 2, combler les lacunes dans le domaine de la formation. Actuellement, il existe une législation assez complète pour tout ce qui concerne le domaine de la médecine ambulatoire privée, mais il y a des lacunes à combler dans le domaine de la médecine publique. Il faut ainsi améliorer les directives concernant les professions médicales exercées dans les hôpitaux. La base constitutionnelle permettra d'harmoniser la formation de toutes les professions médicales de la médecine de base. Cela permettra de renforcer, là encore, la collaboration interprofessionnelle. Concrètement, une base commune de formation permettra aux différentes spécialisations médicales au sens large, encore une fois, de mieux travailler ensemble. C'est un peu le leitmotiv de cette opération d'ailleurs. Si on prend l'alinéa 3, on tombe en quelque sorte sur la deuxième grande différence avec l'initiative, c'est que le Conseil fédéral a cherché à trouver un texte qui permette de donner des compétences supplémentaires, mais des compétences subsidiaires. Et ça, c'est une différence avec l'initiative. Le Conseil fédéral donne des compétences à la Confédération subsidiaires seulement s'il y a nécessité de garantir la fameuse médecine de base. Et c'est dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, que la Confédération peut intervenir dans des domaines précis qui sont cités dans l'article constitutionnel. C'est les 3 lettres A, B, C de l'alinéa 3. Vous avez d'abord le domaine du pilotage et de la coordination des soins et de l'offre en matière de formation. Cette compétence pourrait, par exemple, amener la Confédération, mais encore une fois, seulement dans le cas où il faut intervenir pour garantir la médecine de base, à prendre des mesures pour que l'on forme davantage de médecins. Des mesures imaginables sont aussi la fixation d'un minimum ou d'un maximum de nombre de fournisseurs de prestations dans un canton ou dans une région. On peut imaginer aussi une obligation de fournir des places de stage dans les établissements hospitaliers. Donc ce serait ça sur la base de la compétence subsidiaire, encore une fois, de l'alinéa 3, lettre A. L'alinéa 3, lettre B, donne une compétence subsidiaire dans le domaine de la qualité des prestations et de leur rémunération. Là, ça peut être pour la qualité, par exemple, des guidelines, des lignes directrices pour les soins des malades chroniques. Ça peut aussi être pour les rémunérations, évidemment, une intervention dans le cadre des structures tarifaires. Ça, c'est à l'alinéa 3, lettre B. Et l'alinéa 3, lettre C, donne la troisième compétence subsidiaire qui est dans le domaine de l'échange électronique de données. Là, c'est évidemment toute la question du dossier électronique du patient et de l'uniformisation qui pourrait être souhaitable et souhaitée, notamment dans le cadre des cabinets privés. Et ça, ce serait également une compétence subsidiaire de la Confédération. Les prescriptions éventuelles de la Confédération sur cette base de l'alinéa 3 peuvent s'adresser évidemment aux professionnels, mais aussi aux institutions de la médecine de base, et elles sont mises en œuvre, en fait, par les cantons.
Et nous arrivons en cela à l'alinéa 4 et à l'alinéa 5 qui règlent encore un petit peu la question de la collaboration entre confédération et canton, qui est une question fondamentale qui nous occupera encore beaucoup ces prochaines années. À l'alinéa 4, on voit que la confédération peut soutenir les cantons dans les projets un peu novateurs. Ça nous paraît un point important dans la mesure où nous souhaiterions, avec ce débat, non pas cimenter quelque chose qui est un peu du passé, mais plutôt ouvrir la porte à des évolutions de structure vers l'avenir. Et puis, à la ligne 5, et puis on remet en musique, en quelque sorte, la question de la coordination entre confédération et canton qui doit se faire pour la préparation et pour la mise en œuvre de toutes les mesures envisagées. Donc, aucune mesure ne peut être envisagée, en fait, de la seule compétence de la confédération dans le domaine qui est un domaine souverain des cantons. Et tout cela peut se faire sur la base de cet article, à notre sens, dans une bonne collaboration, et c'est ce que nous souhaitons faire. En résumé, le contre-projet direct du Conseil fédéral répond, à notre sens, à la problématique actuelle, qui est un risque d'affaiblissement de la médecine de base, même si on regarde ces dernières années, le pourcentage du nombre de titres délivrés dans la médecine de base pour les médecins était assez stable, mais en fait, on forme peut-être pas assez de médecins au total, même certainement pas assez de médecins au total, mais malgré tout, le risque d'affaiblissement existe, en tout cas par région, et nous souhaitons répondre à cette problématique et nous estimons que le contre-projet va dans ce sens-là très clairement. Nous souhaitons tenir compte de l'évolution attendue et nous souhaitons adapter les conditions cadres de telle manière que la médecine de base, dans son ensemble, encore une fois, puisse répondre aux besoins et se développer en tenant compte des nouveaux modes de vie. En fait, à côté du mode classique du cabinet où le médecin travaille pratiquement seul ou très souvent seul, eh bien, il va se développer quand même de plus en plus des modèles plus basés sur le réseau qui, à notre sens, correspondent aussi davantage à ce qu'attend la jeune génération et tout spécialement aussi les femmes médecins qui pourront davantage concilier les différents éléments de leur vie et notamment le temps partiel dans le cadre des réseaux plutôt que dans le cadre de cabinets privés. Et ça peut jouer un rôle très important à l'avenir également, dans ce dossier et dans d'autres d'ailleurs. Quant aux compétences, j'aimerais encore dire une fois que les compétences respectives fondamentales de la Confédération des cantons ne sont pas modifiées. La Confédération, encore une fois, se voit attribuer des compétences supplémentaires, mais seulement dans la situation où la médecine de base est en danger. Pour le reste, la plupart des discussions que nous avons montrent que cette collaboration canton-confédération doit faire l'objet de beaucoup d'éléments à l'avenir qui seront en particulier discutés dans le dialogue national politique de la santé. Nous attendons pour notre part beaucoup de cette tribune, même si nous savons qu'il faudra passablement de temps pour arriver à mettre tout le monde d'accord dans ce pays, en tout cas l'essentiel. En plus du contre-projet, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais insister au nom du Conseil fédéral, en plus du contre-projet, parce qu'on a la discussion maintenant évidemment sur l'initiative et le contre-projet, mais on a une situation qui peut être améliorée sans attendre. C'est-à-dire on a une initiative, un contre-projet, vous êtes placé pour savoir à quel point ça dure ici à Berne, et entre-temps, on peut quand même faire déjà un certain nombre de choses. Il y a des mesures à court terme au niveau des lois existantes qui peuvent être prises. Il y a des mesures qui sont déjà prises. Par exemple, il y a eu la création du titre post-grade en médecine générale interne au début de cette année. Donc, le titre post-grade en médecine générale interne est entré en vigueur au 1er janvier 2011. Il y a la révision de la loi sur les professions médicales universitaires qui concerne donc les médecins, les pharmaciens, les dentistes, etc. Cette révision prévoit une adaptation des objectifs de formation universitaire qui donnera plus de poids à la médecine de base, à la médecine de famille et à la médecine complémentaire. L'ouverture de la procédure de consultation sur cette révision de loi est prévue pour cet été. Donc là, c'est quelque chose qui peut se faire parallèlement, ou plutôt même préalablement à la discussion sur le contre-projet, sur l'initiative. La nouvelle loi sur les professions de santé HES, donc les hautes écoles spécialisées, concerne notamment les physiothérapeutes, le personnel infirmier, les sages-femmes, encore les diététiciens. Tout cela est aussi quelque chose qui est en révision, qui est en préparation, cette nouvelle loi. Et l'ouverture de la consultation est prévue là pour le début 2012. Elle a aussi un lien direct avec cette volonté de renforcer la médecine de base. Et puis, il y a évidemment le projet de réseau de soins intégrés, donc le projet Managed Care, qui, et ça, ce n'est pas un scoop, est en discussion intensive au Parlement.
Donc là, il y a évidemment un enjeu majeur qui touche les médecins de famille, en tout cas les médecins de premier recours, puisque dans le cadre des réseaux de soins intégrés, en règle générale, le gatekeeper est un médecin de premier recours. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Et surtout, après, il a un rôle particulièrement revalorisé tout au long du processus de soins. Et en conséquence, on peut vraiment parler de revalorisation du rôle du médecin de premier recours dans le cadre des réseaux de soins intégrés. Avec le contre-projet et avec ces mesures à relativement court terme, en tout cas dans la période avant qu'on en arrive à voter sur l'initiative et le contre-projet, le cas échéant, eh bien, on optimise, à notre sens, le système de santé progressivement, sans revoir de fond en comble la question des compétences, en particulier la question de la répartition des compétences confédération-canton. Voilà pour ce premier objet. Concernant le deuxième objet, je prendrai l'assurance maladie et le surplus des primes payées dans certains cantons, enfin de manière générale, les déséquilibres de primes dans les différents cantons. Le Conseil fédéral s'est penché sur cette question de la compensation des primes payées en trop ou en trop peu dans les différents cantons. Il a pris en fait deux décisions. D'abord, il a décidé de confirmer qu'il fallait agir pour résoudre les problèmes du passé, en l'occurrence, et réduire le déséquilibre depuis le début de la LAMAL. Cette décision vient compléter celle qu'il a déjà prise en ce qui concerne l'avenir. Je reprendrai encore après, peut-être brièvement. Et sa deuxième décision, c'est qu'il a choisi le moyen maintenant, l'instrument, pour aboutir à cet objectif. Le Conseil fédéral a évidemment après mandaté le département pour préparer la modification, en l'occurrence la modification de la loi sur l'assurance maladie, dans le but de faire ce rééquilibrage tel que nous le souhaitons. Le département en fait avait soumis plusieurs propositions, il y en a eu toute une série en fait, mais encore deux aujourd'hui, une qui impliquait une modification de la Constitution et une qui peut passer par une modification de la LAMAL, de la loi sur l'assurance maladie. Le Conseil fédéral a décidé de donner la priorité à la modification par la LAMAL, qui est efficace et plus rapide, la modification par la Constitution prenant évidemment plus de temps et étant plus aléatoire, puisqu'elle impose évidemment une votation avec la double majorité canton-peuple. Les taxes d'incitation prélevées sur les composés organiques volatiles et les émissions CO2 dont le produit est reversé par le canal des assurances à l'ensemble des assurés bien, serviront de base de calcul pour établir le supplément maximal annuel de primes qui pourra être réclamé aux assurés dans les cantons où on a accumulé un déficit. Donc, c'est simplement ces taxes CO2, ça, reversées, ça définit le montant sur lequel on peut agir pour modifier, faire les corrections de primes liées à ce rééquilibrage, mais on ne joue pas fondamentalement sur les taxes elles-mêmes, et c'est pourquoi il n'y a pas besoin de passer par une modification de la Constitution. Les taxes continuent d'être distribuées à l'ensemble de la population. Ce système sera mis en œuvre pour une durée limitée de 6 ans. La décision a été prise ce matin, donc de toute façon c'était une durée limitée. Nous avons décidé de le faire pendant 6 ans. En tout cas, c'est ainsi que le projet est mis en consultation. Et cela, en 6 ans, ça permet un rééquilibrage de l'ordre d'1 milliard de francs. Ça, c'est pour le passé. Si cette solution est acceptée comme étant le règlement du passé, eh bien, il faut encore aussi que la solution qui a été d'ores et déjà proposée pour l'avenir soit acceptée. Je vous rappelle qu'elle se trouve dans la loi sur la surveillance de l'assurance maladie. Cette loi est en consultation, sauf erreur, jusqu'au mois de mai. Je ne suis plus très sûr, mais je crois, jusqu'au mois de mai. Donc, elle est en cours de route dans son périple jusqu'au Parlement. Et si elle suit ce périple relativement vite, eh bien, elle peut être mise en vigueur au plus tôt, au 1er janvier 2013, ce qui voudrait dire qu'à partir du 1er janvier 2013, si aussi bien cette proposition pour le passé que cette loi pour l'avenir sont acceptées, eh bien, nous aurions réglé l'ensemble du problème relatif à ces différences entre cantons relatives aux primes. Voilà, ça c'est pour le deuxième sujet. Le troisième sujet concerne la loi sur les produits thérapeutiques. Cette loi, en fait, a donné l'occasion d'une discussion ce matin parce que nous voulions fixer les priorités de sa révision. Je le prends très brièvement, je crois que vous avez déjà aussi un communiqué.
Nous avons fixé 4 priorités. D'abord, nous voulons travailler sur l'arrivée sur le marché de médicaments spécialement destinés aux enfants. Ensuite, nous voulons assurer un accès simplifié aux médicaments de la médecine complémentaire. Troisièmement, nous voulons faire en sorte que l'admission et l'accès aux médicaments traditionnels non soumis à une ordonnance soient également facilités. Et puis enfin, nous renforçons la surveillance du marché des médicaments, c'est tout spécialement les dispositions légales pour interdire notamment certains avantages matériels, les bonus, rabais, cadeaux, etc. Et puis, nous avons parlé de la problématique de la remise de médicaments aux médecins. En français, on dit propharmacie, mais je trouve que ça ne veut rien dire. Donc, je préfère la remise de médicaments par les médecins. Et puis, en allemand, c'est la Selbstdispensation. Nous avons défini notre stratégie en la matière. Nous avons décidé de séparer la révision de la loi dont je viens de vous parler, avec ces 4 priorités, de cette question de la remise de médicaments par les médecins. Donc, nous traiterons les 2 sujets séparément. Nous avons décidé de tenir compte de la déclaration d'intention du 14 mars entre la FMH et Santé Suisse concernant un modèle pour l'indemnisation de ces médicaments, pour la remise de ces médicaments de manière générale. Ce modèle est en discussion, encore une fois, en négociation entre les 2 partenaires, et les 2 partenaires se sont engagés à remettre ce modèle, le cas échéant, s'ils arrivent, à la fin de cette année aux autorités. Et nous jugerons sur pièce de ce modèle, et le Conseil fédéral, parallèlement, poursuivra ses réflexions, notamment en lien avec les modifications de loi qui touchent au managed care à nouveau, mais aussi à la loi sur les professions médicales. Je pense au managed care tout spécialement, parce que nous sommes d'avis qu'il y a là des potentialités intéressantes, notamment on peut imaginer tout à fait différemment la situation dans un domaine, dans un réseau dans lequel il y a corresponsabilité budgétaire par rapport à une situation de cabinet médical sans corresponsabilité budgétaire. Et ça, c'est une piste parmi d'autres qui est actuellement à l'étude. Nous aurons donc, à la fin de cette année, le cas échéant, un modèle qui viendra des partenaires directement concernés et nos propres réflexions, et le Conseil fédéral prendra ses décisions sur cette base, soit en accusant réception et en reconnaissant la qualité du modèle qui nous sera présenté, soit en cherchant d'autres solutions, soit en combinant les 2. Et ça, c'est quelque chose qui sera fait donc séparément, mais dans la même année, en quelque sorte, donc en 2012, mais séparément de la révision numéro 2 de la loi sur les produits thérapeutiques. Voilà, j'aurais terminé la présentation. Je suis à votre disposition pour les questions. Merci, Monsieur le Conseiller fédéral. Je vous propose de prendre pour les questions un peu les thèmes dans lesquels ils ont été traités, dans l'ordre dans lequel ils ont été traités. Et je prendrai d'abord les questions qui concernent le compte projet direct à l'initiative populaire Oui à la médecine de famille. Also jetzt die Fragen zuerst zum Thema, zum direkten Gegenentwurf zur Volksinitiative, ja zur Hausarztmedizin. Y a-t-il des questions à ce sujet, Madame Imsand? Oui, le Conseil fédéral, enfin la Confédération veut agir seulement si la médecine de base est en danger. Est-ce que vous estimez que c'est le cas actuellement? Alors ça, c'est précisément quelque chose qui doit être défini après dans le cadre de la législation, exactement ce que ça veut dire, mais nous estimons pour le moment que ce n'est pas le cas. Donc la situation en Suisse n'est pas à ce point grave que l'on peut dire qu'il n'y a pas la médecine de base, donc la base véritablement, à disposition sur l'ensemble du territoire. Les risques existent qu'à un certain moment, on se trouve dans une situation plus délicate, en tout cas dans certaines régions, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Mais ce sont des discussions qui devront aussi être faites au moment de la législation. C'est le législateur qui définira dans le détail ces différents éléments. D'autres questions sur ce thème? Oui, madame. Est-ce que vous pensez que les initiants avaient dit qu'ils ne maintiendraient pas leur initiative à tout prix? Est-ce que vous pensez qu'avec votre proposition, il y a de bonnes choses qui la retirent? Bon, le Conseil fédéral ne s'est pas vraiment posé des questions sur ce sujet. En revanche, il a souhaité avoir des contacts de manière générale avec les initiants. Vous avez compris que globalement, sur l'appréciation de l'avenir et sur la préoccupation quant à la médecine de base, on partage une analyse qui est assez proche. Enfin, on partage une analyse. Mais toujours est-il que ça ne veut pas dire que pour autant on soit d'accord, comme je vous l'ai dit, que l'on puisse sans autre dire il y a cette catégorie-là et seulement cette catégorie-là qui est constitutionnellement quelque part protégée. Ça, c'est quelque chose qui nous paraît problématique, surtout au moment, vraiment, ça nous paraît fondamental.
Et ça, je ne peux pas vous dire si cette idée-là sera partagée par les initiants et par les médecins de famille eux-mêmes. Mais je trouve véritablement, et ça vraiment j'en fais même un appel, je crois véritablement que la clé de pas simplement pas de succès, mais de solution dans ce domaine de la santé passe par la complémentarité et le travail en commun. Et ce travail en réseau, c'est quelque chose qui va de soi dans bien des domaines, mais qui ne va pas tant de soi dans d'autres. Et il y a beaucoup de travail à faire. Ça commence par la formation, c'est une culture au fond. Et c'est une culture qui doit être encouragée par la législation. Et si la Constitution en fait le contraire, ce serait ennuyeux. Et là, véritablement, on ne se focalise que sur les médecins de famille, qui sont très importants, mais qui sont une partie essentielle, mais une partie du tout. Et c'est pour ça que là-dessus, c'est à eux de prendre position, s'ils sont d'accord de prendre le train en marche dans un voyage vers la complémentarité ou seulement à la défense sectorielle. Une autre question encore sur ce sujet, Monsieur Nussbläger. Ja, Herr Bundesrat, besteht nicht die Gefahr jetzt bei dieser Formulierung, wie Sie sie vorsehen, dass zunehmend dann auch eben ärztliche Leistungen nicht mehr von Ärzten wahrgenommen werden und dass sich damit auch die Qualität der Grundversorgung verschlechtern könnte? Wieso? Das ist ein bisschen die Befürchtung der Ärzte, ja offenbar. Also das glaube ich überhaupt nicht. Das ist sogar im Verfassungstext ist sogar die Qualität ein Kriterium für eine eventuelle Intervention des Bundes. Das habe ich überhaupt nicht, diese Meinung. Ich glaube, in der Schweiz ist es so gemacht, dass es alles in Richtung Qualität gemacht werden soll. Im Gesundheitsbereich meine ich vor allem. Und es ist in der Zukunft sogar immer in Richtung immer mehr Qualität, dass wir zielen. Da habe ich überhaupt nicht diese Befürchtung. Die Probleme, die wir haben, sind nicht so in diese Richtung. Wir müssen immer verbessern die Qualität, aber wir müssen auch immer besser zusammenarbeiten, sodass diese Qualität nicht zu kostenintensiv wird am Schluss. Monsieur Nussbläger, question complémentaire. Oder eine zweite Frage. Eben ein Problem der Hausärzte ist ja auch die Entlöhnung, gerade auch im Vergleich zu den Spezialisten. Sehen Sie da auch Möglichkeiten, kurzfristig bereits für Verbesserungen, vielleicht auch vom Bund her? Kurzfristig wäre eine Möglichkeit durch den TARMED. Das sind eben diese Partner, die sollten da eine Lösung finden. Das Problem ist immer, dass die Lösung immer gefunden wird, sodass es am Schluss immer dasselbe und etwas mehr verlangt wird. Und das ist nicht ein Ausgleich. Also im Gegenteil zu den Reserven wird nicht ausgeglichen oder angeglichen, sondern immer mehr Kosten verlangt. Und das ist schwierig, wenn man auch gleichzeitig das Ziel verfolgt, dass man bei den Prämien nicht immer nach oben oder nicht immer zu viel nach oben geht. Und das ist auch ein Ziel vom Bundesrat. Dann kurzfristig wird es möglich, nur wenn die Partner zusammen auch eine Lösung finden. D'autres questions sur ce premier thème? Ce n'est pas le cas. Je propose de passer au deuxième thème. Alors, l'assurance maladie, le Conseil fédéral veut rétrocéder le surplus de primes payées par certains cantons. Jetzt nehmen wir das zweite Thema, die Rückerstattung der Prämien, die in einigen Kantonen zu viel bezahlt wurden. Gibt es Fragen dazu? Monsieur Gumi. Monsieur le Conseiller fédéral, tout d'abord sur le montant global d'1 milliard. Lors du débat, il y a eu plusieurs estimations qui étaient d'ailleurs plus hautes que ce milliard. Comment ce milliard a-t-il été défini? Et puis, est-ce que vous avez établi une clé de répartition entre les différents cantons qui auraient payé ces dernières années des surplus de primes? Bien sûr. On ne peut pas demander à certains de payer, à d'autres de recevoir sans avoir une clé de répartition très claire. C'est relativement simple. Il s'agit ici des réserves calculatoires cantonales. Ce n'est pas tout à fait les mêmes réserves dont on parle normalement dans l'assurance maladie. Il s'agit de la différence entre les coûts réels dans un canton et les primes réellement payées. Et il se trouve que certains cantons, depuis le début de la LAMAL, donc je vous rappelle c'est en 1997, ont accumulé des excédents. Ça veut dire qu'ils ont eu des coûts moins grands, pas systématiquement, mais souvent quand même assez souvent, que les recettes reçues des primes par les assurés de ce canton-là, et d'autres cantons ont eu la situation inverse, aussi assez systématiquement.
Donc, on a des réserves calculatoires sur l'ensemble de la période. Donc, on peut vous les donner au franc près. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment simple à calculer. Enfin, simple. Ça prend du temps, mais ce n'est pas très compliqué à calculer. Et ça existe. Et on sait dans quel canton il y a eu quel résultat, soit en excédent, soit en déficit sur toute cette période. Donc, on peut fixer une date à partir de laquelle on se dit, à partir de là, bon, voilà la situation. Voilà ce qui a été trop payé d'un côté, voilà ce qui a été trop peu payé de l'autre. Et puis, si on met en place un mécanisme, à partir de là, un mécanisme de rapprochement, c'est ce qu'on va faire avec cette proposition, eh bien, ceux qui avaient trop payé reçoivent, ceux qui avaient trop peu payé payent. Et le mécanisme, je vous l'ai dit, c'est lié en fait à une correction sur les primes, mais lié au maximum au montant de remise des taxes CO2, ce qui fait que ceux qui doivent payer, pas ceux qui doivent recevoir, ne payent jamais plus que leur prime brute, parce que c'est au maximum le même montant qu'ils doivent payer que ceux qu'ils reçoivent de taxes CO2. Je sais que c'est un peu compliqué, mais j'espère avoir été à peu près compris. Non? Alors, je vais prendre un exemple en disant qu'il y a une prime, je prends 100 pour que ce soit simple. Hein. Je sais que c'est plus que 100, la prime mensuelle. Mais si on prend 100, vous avez votre prime, et puis après, vous avez les taxes CO2 qui vous sont remboursées, enfin, qui sont rückerstattet. C'est terrible, on parle tout plus français dans ce pays. Donc, rétrocédés, merci, qui sont rétrocédés à chaque assuré. Donc, ça fait 100, disons, moins 10, arrive à 90. Si vous êtes dans un canton qui n'avait pas assez payé par le passé, on pourra imaginer une correction de prime de 10 et on retombera sur 100. Donc, la personne payera exactement la prime brute. Et dans le canton où il y a eu trop qui a été payé par le passé, eh bien, si on prend de nouveau 100, moins 10, on pourra imaginer encore moins quelque chose. Ce sera la correction de la prime. Après, ce système implique un clearing entre assureurs, selon les différents cantons, entre assureurs au singulier et entre assureurs au pluriel. Et cela, c'est possible de le faire. C'est cette solution que nous avons choisie. Ça implique une modification de la LAMAL, aucune modification de la loi sur la taxe CO2, de la loi sur la protection de l'environnement, et donc pas de modification de la Constitution. Est-ce que j'étais à peu près clair? Sur le mécanisme, oui. Pas sur les chiffres. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce qui sera restitué respectivement au canton de Vaud, au canton de Genève, au canton de Neuchâtel-les-Zurich? J'ai une idée très précise. En 6 ans, 51,7%. 51,1%, désolé. Aux cantons qui avaient trop payé. Et les cantons qui n'avaient pas assez payé, alors c'est très différent l'un à l'autre. La plupart vont rembourser complètement, certains, comme en particulier le canton de Berne, qui est le canton dans lequel il y a véritablement eu une très grande différence, ne remboursera pas complètement. D'autres questions sur ce thème? Y a-t-il plus de questions sur ce thème? Je propose qu'on passe au dernier des thèmes, l'utilisation de produits thérapeutiques. Ah, Monsieur Brodeur, pardon. J'ai une question. Est-ce que le Conseil fédéral ce matin a discuté des importations parallèles de médicaments? Et une deuxième question, est-ce que les congrès médicaux tombent sous le coup de l'article 57A, alinéa 3 de l'avant-projet? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont considérés comme une aide aux médecins s'ils sont payés donc par les grandes pharma et que ce n'est pas considéré comme des avantages? Je n'ai pas bien compris la dernière question. La première, on n'a pas parlé d'importation parallèle, mais on a parlé d'un tas de choses, mais pas de ça. Donc les groupes pharmaceutiques offrent des voyages pour les congrès médicaux, un certain nombre de médecins. L'article 57 alinéa 3A, alinéa 3 de l'avant-projet précise que les avantages qui sont comment dire, pour l'avantage de la profession et qui n'ont pas d'importance, qui sont pas de grande importance, sont exonérés en fait. Est-ce que ces congrès médicaux, pour vous, sont des avantages normaux ou est-ce qu'ils doivent être exonérés? Bon, donc on a décidé sur le principe ce matin, on n'a pas parlé des détails, on a dit sur le principe qu'on allait, dans le cadre de la surveillance du marché, renforcer l'application précisément de cette législation. À mon avis, clairement, c'est selon les avantages qui sont offerts, ce n'est pas des choses acceptables. Maintenant, dans le détail, je ne peux pas vous dire, on viendra avec la loi le moment venu, mais je pense qu'il faut être très clair là-dessus, ça ne doit pas être des détournements de cadeaux. Passe aux questions concernant l'utilisation de produits thérapeutiques. Ah, Monsieur Brocci.
Ja, noch eine Frage zu der Selbstdispensation. Das haben Sie ja erwähnt. Habe ich das richtig verstanden? Eine Idee ist, dass die Selbstdispensation dann weiter erlaubt sein wird, wenn man einem Netzwerk mit Budgetverantwortung angeschlossen ist. Also das ist sicher eine Möglichkeit. Also dass es dann am Schluss dann was ich gesagt habe, ich habe gesagt, wir werden jetzt weitere Ideen prüfen und weiter prüfen, weil die Idee da in der Vernehmlassung ist nicht unbedingt die beste. Und wir wollen eine Lösung finden. Wenn es eine Lösung zwischen den Partnern kommt bis Ende Jahr, dann gut so. Also wenn die gut ist. Aber es wäre schon gut. Wenn nicht, dann machen wir etwas. Und wir können es könnte auch möglich sein, dass wir auch dazu etwas machen sogar. Und das wäre eine Möglichkeit, dass man bei den Netzen, also bei den integrierten Versorgungsnetzen, die mit dem neuen Gesetz, wenn das Gesetz bis zum Schluss kommt, und das wäre, wenn es eine Abstimmung gibt, das wäre sowieso 2012 auch, dann wissen wir, wie weit wir gehen mit diesen Versorgungsnetzen und wie weit die gesetzlichen Schranken abgeklärt sind. Wenn in diesen Schranken, in diesen Eckwerten ganz klar die Budgetmitverantwortung inbegriffen ist, dann wäre eine Möglichkeit, ja. Weil dann ist es klar, es hat keinen Grund, um wirklich zu viel Volumen, auch bei den Medikamenten zu machen, weil es eine Budgetmitverantwortung gibt. Zum ersten Mal hätte man in unserem System mit so viel Qualität auch Anreize über das Volumen. Und das wäre wirklich gut. Aber das ist eine Idee. Und das ist eine Idee, dass man nachprüfen soll und das noch nicht jetzt entschieden wurde. Es wurde einfach erwähnt. Ja. Monsieur Ramsayer. Zu diesem Thema noch gerade, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht es hier ja darum, dass man jene Ärzte, die fix besoldet sind, also in HMO-Kliniken zum Beispiel, dass die dann weiter Medikamente abgeben könnten, weil sie ja nicht ein Interesse haben, möglichst teure Medikamente zu geben, sondern weil sie dann möglichst Generika verschreiben. Nun haben Sie aber gesagt, dass sich hier die FMH mit der Santé Suisse über diesen Punkt einigen soll. Haben Sie nicht die Angst, wenn Sie nicht damit dabei sind, dass dann die sich wieder auf Kosten der Versicherten einigen und eine Lösung rauskommt, die wieder auf Kosten der Versicherten geht? Ich habe keine Angst, aber das ist eine Möglichkeit. Und darum müssen wir warten, bis dieses Modell kommt. Und dann schauen wir, ob das Modell gut ist oder nicht. Und dann schauen wir auch, ob wir nur dieses Modell in dieser Problematik als Lösung sehen oder ob wir dazu noch einige Ideen nachhelfen geben sollen. Nachhelfen. Madame. Was war der Grund dafür, dass Sie es aus der Heilmittelgesetzrevision ausgegliedert haben, diese Frage der Medikamentenabgabe durch Ärzte, da es zeitlich ja ungefähr gleich sein wird? Also es gibt zwei Gründe. Zeitlich ist es nicht genau gleich, weil wir müssen warten jetzt eben, dass es eine Lösung kommt. Wahrscheinlich wird es noch verhandelt oder diskutiert und dann kommt wahrscheinlich ein Problem. Das war nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist ganz klar, dass es die ganze Vorlage gefährdet. Weil wenn man die Vernehmlassung schaut und wenn wir jetzt genau mit der Lösung, die in der Vernehmlassung war, kommen würde, dann würde die ganze Vorlage vielleicht scheitern, schon im Eintreten im Parlament. Und das will der Bundesrat nicht, weil es gibt da drin vieles, das wichtig ist. Das zum Beispiel für die kindergerechten Arzneimittel, das ist überhaupt nicht zu negieren, das ist wichtig. Und das wollen wir ohne dass es dann wieder ein Problem gibt, weil es bei der Selbstdispensation in der Schweiz eine ganz umstrittene Debatte gibt. Und dann machen wir das parallel, aber nicht separat, also dass es nicht dann ein gemeinsames Schicksal hat. Autre question? Monsieur Ramsayer. Ja, noch eine Frage zu eben diesem Ablauf. Warum, Sie sagen, in einem Jahr etwa, im Frühjahr 12 wollten Sie dann eine Vorlage bringen. Dauert das so lange, weil hier so viele unterschiedliche Interessen austariert werden müssen? Oder was ist der Grund? Wofür? Für Selbstdispensation oder für das andere? Ja, Sie sagen, Sie kommen dann im Frühjahr 2012 ich weiß, was Sie sagen. Ich frage, wie ist Ihre Frage? Ist es Ihre Frage über Selbstdispensation oder über das ganze Heilmittelgesetz? Das Heilmittelgesetz, sind da so viele Interessen dran? Das ist einfach, weil es kompliziert ist.
Das müssen Sie nicht andere Problematik suchen. Das ist eine ganz schwierige Sache, ganz schwierig vorzubereiten und das braucht schon Zeit. Das ist nur deswegen. Wir haben sehr viele, ich glaube, wir haben eigentlich jetzt im Gesundheitsbereich etwa 10 Revisionen im Gange. Wir haben sehr viel zu tun. Wir können nicht alles gleichzeitig und das ist eine große Arbeit. Es ist einfach ernst gemacht und wir haben sehr große Priorität fast überall. Das ist manchmal nicht mehr möglich. Einfach so. Aber wenn schneller, dann gut. Aber ich hätte lieber zu sagen, machen wir schon so, dass wir Anfang 2012 bereit sind mit einem guten Gesetz. Das ist schon gut. D'autres questions? Si ce n'est plus le cas, je vous remercie, vous souhaite une excellente après-midi, vous laisse négocier maintenant les interviews bilatérales.